Aujourd'hui, nous allons parler collaboration, qui est un peu une nouvelle expérience pour nos deux marques. Et avant ça, on vous propose d'introduire rapidement qui on est et qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Tu veux que je commence? Alors, je vais commencer. Vas-y. Donc, moi, je suis Thomas Dariel. Je suis fondateur de Maison Dada. Je suis directeur artistique. Mais mon premier métier, c'est celui de designer. Donc, je dessine des mobiliers. Je dessine depuis très longtemps des mobiliers, des tapis, des accessoires de mode. Et je fais de l'architecture d'intérieur depuis maintenant plus de 17 ou 18 ans. J'ai vécu 13 ans à Shanghai. Ça a été une expérience magnifique qui s'est un peu distancé récemment depuis 3 ans, mais j'ai toujours mon agence de design qui s'appelle Dariel Studio. Et quand j'ai lancé Dariel Studio en 2006, c'était le boom de l'empire du milieu, et c'était une magnifique expérience pour y travailler, faire des projets, faire de l'archi d'intérieur et ouvrir un peu très grand les champs des possibilités, des opportunités. Et en 2016, on a décidé avec mon associé Delphine Moreau de créer une marque qui s'appelait Maison Dada. Dada, bien sûr, c'est une référence au dadaïsme, parce que pour moi, je trouvais qu'un siècle plus tôt est né en Europe le mouvement dadaïste, et je trouvais qu'un siècle plus tard, l'épicentre de ce phénomène, de ce mouvement artistique, avait un peu repris couleur en Asie, avec énormément de mixité de talents, de mixité de profils, et je trouvais que c'était très à propos d'appeler ça Maison Dada. Et puis pour moi, ça a été ça a été un bouleversement à la découverte du dadaïsme, et c'est pour cette raison que j'ai voulu donner cette teinte-là. Et d'ailleurs, on en reviendra un peu plus tard sur ce sujet, mais c'est ce qui aussi nous lie avec Jean-Charles de Castelbajac. Voilà, donc on a lancé en 2016 Maison Dada, et en 2018 en France. Et aujourd'hui, on a 2 showrooms, un à Paris et un à Shanghai. Vous pouvez voir, on a un site internet qui s'appelle maisondada.com. Je fais ma pub, un peu sa pub aussi. Mais vous pouvez voir ce qu'on fait, nos créations. J'en dessine 90% de la collection en essayant toujours de donner quelque chose de hors de l'ordinaire dans nos créations et dans nos meubles. Et on est, voilà, et puis après, on est les problématiques d'un développement de marque sur des marchés assez larges, qui sont les marchés européens, Moyen-Orient et asiatiques. Rien que ça, c'est beaucoup, mais effectivement, le profil de Maison Dada s'adresse à une clientèle assez internationale, et on s'est adapté, la collection de nos produits, on s'est adapté en fonction aussi de nos clients. Voilà, avant de laisser la parole, Juliette, Maison Dada, c'est, en tant que créateur, il faut éviter l'entre-soi. Parce que y a pas, pour un designer, il n'y a pas pire que d'avoir des certitudes et de rester toujours dans son univers de création et d'éviter la répétition. Il était essentiel pour nous d'apporter de l'oxygène aussi, de la fraîcheur, même si je dois rester dans cette fraîcheur-là. Mais ça permet, on a décidé à partir de 2019-2020, enfin surtout 2019, de faire des collaborations. Parce que les collaborations, elles sont essentielles. On en viendra sur l'étude de cas de Maison Dada et de Jean-Charles de Castelbajac, mais elles sont essentielles pour de nombreux points, notamment de développement d'une marque. Voilà, je reviendrai après sur l'étude de cas, mais Juliette, je te laisse te présenter. Merci Thomas. Je suis Juliette de Blégier. J'ai repris l'atelier de sculpture Leblond de Lienne en 2018. C'est un atelier de sculpture qui a été créé par Marie Leblond et Éric de Lienne en 1987. Marie Leblond était sculptrice et ça a été la première à imaginer des figurines issues des univers de la bande dessinée franco-belge et à créer en partant d'une planche 2D, des personnages en 3 dimensions. Donc le premier grand succès a eu lieu avec Tintin. Ça a été la première fois que le personnage de Tintin prenait vie de façon différente, sortait vraiment de la planche de BD. Le premier modèle était Tintin en position de yogi, en faisant position de lotus, en train de faire du yoga. Et pendant plus de 30 ans, il y a eu de nombreuses histoires et de nombreux personnages créés et imaginés, toujours en lien très fort avec l'univers de la bande dessinée franco-belge.
Je peux citer Bécassine, Lucky Luke, les Schtroumpfs. Et ces personnages étaient réinterprétés de façon très réaliste dans leurs habits d'origine et vraiment de façon très fidèle aussi à leurs attitudes et à leurs identités dans la bande dessinée. C'est un marché qui a été très porteur au début et qui a connu un petit essoufflement parce que les collectionneurs de pièces très traditionnelles se sont aussi un petit peu... ont voulu passer à autre chose et puis il y a eu les évolutions du marché. Donc c'est une entreprise avec un très très beau savoir-faire français qui est basée à Neuchâtel-en-Bray en Normandie et qui avait besoin aussi d'une relance et d'un nouveau positionnement. En 2018, j'avais à cœur de conserver ce savoir-faire d'exception. Il y avait 6 personnes à l'atelier au moment de la reprise et de trouver d'autres pistes, un nouveau positionnement pour partir plutôt à la conquête du marché de la décoration et du design, qui est un marché que je connaissais de mes précédentes expériences. Donc on a gardé des licences fortes et internationales, comme Disney. On a souscrit avec Peanuts, Pokémon, Pikachu, des personnages vraiment clés dans l'imaginaire collectif, mais qui se prêtaient aussi au jeu des réinterprétations, de la stylisation et du retravail beaucoup plus contemporain et dans l'air du temps. Du coup, c'est une belle aventure qui a connu un beau redémarrage en 2018. On s'est développé dans de nombreux marchés où la marque n'était pas présente. Et le fait, on a vraiment vu aussi un engouement de la part de nos clients pour ces nouveaux personnages beaucoup plus dans l'air du temps et sur le marché du design de la décoration. Cet axe créatif a été évidemment avant toute chose réalisé par notre studio, mais nous avons invité des artistes et des designers à réinterpréter ces sujets et c'est vrai que pour nous, les collaborations ont été clés dans la relance de la marque. Notamment en 2018 où il y a eu les 90 ans de Mickey et on avait invité Marcel Wanders à réinterpréter ce personnage-là en intervenant à main nue sur notre sculpture d'1,40 m, donc Mickey échelle 1, c'est la taille qu'il ferait s'il existait vraiment. Et Marcel Wanders a repeint 8 pièces uniques qui sont parties en 3 mois, qui se sont écoulées en 3 mois, et ça a été un véritable succès. Et ça a également participé à la visibilité de la marque sur ce nouveau positionnement. Parmi les autres noms de départ, et puis ce sont des personnes avec lesquelles on écrit des belles histoires parce qu'il y a eu plusieurs projets après qui ont eu lieu. Nous avons Arik Levy, Kelly Open, qui ont travaillé autour du personnage de Mickey. Thomas Dariel, qui est ici, avec un très beau succès aussi. Je ne sais pas, Thomas, si tu veux montrer voilà, la réinterprétation d'une de nos sculptures de Mickey, où là, on a eu aussi le premier qui était le bleu, qui s'est écoulé à 888 exemplaires, qui a été acheté par un client chinois. Donc c'était vrai aussi de voir cette importance de la jolie signature, de la vision différente que peut avoir un artiste, un designer sur ces univers-là. Ce sont des personnages que tout le monde connaît, qui parlent à tout le monde. Et une fois réinterprétés par un artiste, un designer, se dévoilent sous un visage totalement nouveau. Voilà. Et après, donc, dans les noms récents aussi, évidemment, la collaboration avec Jean-Charles de Castelbajac, qui a réinterprété Mickey. On a créé également une nouvelle sculpture avec lui. Il dessine à la craie sur les murs son ange gardien. Je ne sais pas si on l'a ici, mais et on l'a créé en sculpture aussi. Donc il y a vraiment la sculpture a un terrain de jeu assez infini qui permet vraiment soit de la réinterprétation de personnages existants ou la création de nouveaux designs totalement nouveaux. Excusez-nous pour la présentation, il y a eu un petit problème aux dernières minutes. Il y a un lien entre nos deux maisons, parce qu'effectivement, on a travaillé ensemble tous les deux avec Castelbajac. Donc il y a une collaboration qui a été faite avec des domaines très différents, puisque c'est la pop sculpture et nous, c'est du mobilier, et avec des demandes différentes. Mais c'est vrai que Le Blond de Lienne et Maison Dada, on travaille ensemble depuis plusieurs années. On a fait des installations ensemble, on a participé à des salons ensemble, à des design week ensemble, et
un peu par hasard, véritablement, on a travaillé avec Jean-Charles. Aujourd'hui, travailler avec Jean-Charles de Castelbajac, c'est très particulier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Jean-Charles, il a une carrière immense. Il a multiplié les expériences dans différents domaines qui sont le fashion, la mode, le mobilier, l'accessoire, le luminaire, les tapis, les mobiliers. Et il a vraiment cette immense palette de création derrière lui. Aujourd'hui, il a des envies et nous, on a aussi des envies. Et chez Maison Dada, par exemple, on travaillait avec Jean-Charles, c'est de travailler entre ce qu'on appelle du co-branding, parce que Jean-Charles de Castelbajac, c'est une marque, c'est un héritage d'une marque, d'un monde, et travailler aussi avec ce qu'on appelle du marketing, c'est-à-dire que c'est un mélange d'art et de marketing. Et donc, il a toute son iconographie, tous ses dessins, ses couleurs, ses icônes. Et nous, aujourd'hui, Maison Dada, on a voulu travailler avec lui tout en surfant sur le co-branding et l'arketing. Pour nous, c'était essentiel parce que une collaboration, ça a une vertu fabuleuse. C'était une stratégie, déjà, pour une marque comme la nôtre, notamment en termes de notoriété, en termes de singularité, mais aussi en termes d'ouverture de nouveaux clients, ou en tout cas une nouvelle audience. Il y a aussi quelque chose, je voudrais juste revenir à un point important, parce que je voyais Schiaparelli pour l'Institut français de la mode. Elsa Schiaparelli, ça a été une des premières personnes créatrices qui a inventé un peu cette collaboration, cette idée de co-branding, c'est-à-dire entre Dali et Cocteau, etc. C'est vraiment la première personne qui a, en tant qu'artiste, créatrice, personne du monde de la création, qui a poussé la promotion de certaines œuvres dans ses créations. Et c'est un peu l'ouverture. Donc là, on est vraiment au début du XXe siècle et on est sur l'ouverture d'une voie de collaboration. Pour nous, c'est un peu dans cet esprit-là, et notamment avec Jean-Charles, qui est, lui, comme il se définit, un enfant du dadaïsme. On avait des valeurs en commun. Moi, j'ai pas de grande vérité sur la collaboration. Je veux dire, et au contraire, si on avait des choses très figées, on n'avance jamais. Et puis, la vie, elle est faite d'échecs, elle est faite de réussites, etc. Mais ce qui est important dans une collaboration, de ce que j'ai vécu de mon expérience, c'est il y a trois grands facteurs à pas éviter, surtout pas, trois grands facteurs à confirmer avec un artiste qui est en même temps une icône. Et Jean-Charles, après je vais vous montrer les créations qu'on a faites avec Maison Dada, mais travailler avec Jean-Charles, c'est d'abord, vous travaillez avec un artiste, c'est d'abord être sûr qu'on partage les mêmes valeurs. Parce qu'effectivement, comme on va renforcer sa notoriété, on va développer notre singularité, il faut être sûr qu'on soit au point en termes de valeurs. Parce qu'une collaboration, c'est sur plusieurs mois, donc il faut être sûr face à la presse, face aux réseaux sociaux, il faut être sûr qu'on ait un discours qui soit le même. C'est deux visions, un discours. Donc effectivement, c'est la chose vraiment la plus importante, c'est de pouvoir accorder les violons. Et dans ça découle, alors ça c'est un conseil, et d'ailleurs ça a été un plaisir de travailler avec Jean-Charles, c'est dans une collaboration, c'est prévoir, encadrer avec un contrat, être sûr qui fait quoi, les actions, la pertinence des interventions dans les réseaux sociaux. Ça, c'est la chose la plus importante. Et le troisième point, qui est évident parce que tout n'est pas que marketing, tout n'est pas que légèreté ou Instagrammable des choses, c'est aussi la valeur ajoutée que vous allez apporter et pour l'artiste et pour la marque. Et pour nous, c'était important de créer, aujourd'hui, si on parle d'une collaboration avec Jean-Charles, c'est d'apporter une valeur ajoutée en termes de mobilier. Je suis designer, le lien était assez facile entre nous, puisque il est arrivé avec nous, excusez-moi, c'est dans le désordre, hein, je suis désolé, et on est arrivé avec nous, il est arrivé en disant, la valeur ajoutée, c'est
au-delà de notre collaboration, c'est le concept. C'est ce qu'on va vraiment sortir, c'est-à-dire l'histoire qu'on va raconter, mais c'est de la bonne idée, l'idée vague aux images claires, comme disait Godard. Et c'est vrai que les idées vagues, elles sont importantes parce qu'elles vont définir un concept. Et quand on a travaillé ensemble avec Jean-Charles, il est venu avec ce dessin-là, qui est un concept énorme, qui est d'Ego Rampo, qui est un écrivain surréaliste japonais, qui a écrit un livre où il y a des recueils, des essais dedans, qui est La chaise rouge, La chambre rouge, pardonnez-moi. Et dans une des histoires, il y a la chaise humaine, Human Chair. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui décide par amour de rentrer dans un fauteuil et de s'enfermer dans la tapisserie du fauteuil pour accueillir sa bien-aimée pour toujours, pour l'éternité, etc. Donc c'est une nouvelle totalement surréaliste et je trouvais ça assez beau. Déjà, l'histoire est intéressante, elle est puissante, etc. Et pour nous, c'est comment transcrire cette idée-là, donc créer de la valeur pour arriver à des produits. Et il a dit, t'en fais pas Thomas, c'est très simple, on va faire ça. Donc c'était pour nous, c'était ce dessin-là qui était comment on va dupliquer, comment on peut interpréter, comment on doit respecter le code de l'artiste, comment nous on met aussi nos valeurs en tant qu'esthétisme, en tant que moi designer et comment le garant de la ligne éditoriale de Maison Dada. Et on est arrivé avec une série, excusez-moi, voilà, c'est un peu dans le désordre, je suis désolé, voilà, avec une première série d'assises qui sont celles-là. Et Jean-Charles, il est toujours obsédé par la métamorphose, par la transformation, et d'ailleurs ce qui est très, très, très propre à sa carrière, se métamorphoser en permanence. Et il dit, on vit une vie de théâtre. Et donc il y avait... Dans cette collection d'assises, on a son univers, son iconographie, et en même temps, on a la possibilité de créer des assises, des bandes, des toi et moi. Et suite à ça, c'est vraiment créer tout un théâtre humain, toute une mise en scène. Et je trouve que le lien, elle est assez beau entre la chaise humaine et la personnification de son style et de créer la chaise. Le lien était assez fort. Et donc, on retrouve ce troisième point qui est la valeur ajoutée d'une collaboration. Je vous montrerai d'autres photos, mais et après, Juliette, je te laisse la parole. Mais on a aussi travaillé sur des tapis. Alors, il y a plusieurs choses. Dans une collaboration, je ne veux pas dire il y a des dangers, parce que vraiment, ça serait affirmer des choses comme ça, on ne sait vraiment jamais les choses. Mais dans le mobilier, le lancement d'un produit, il se fait sur 2 ans. C'est-à-dire que c'est 2 ans, et un produit peut prendre du temps à se lancer et cartonner la deuxième année. Nos clients, ils n'achètent pas un canapé sur un coup de cœur, c'est du temps, c'est de l'aller-retour. Nous, quand on fait un pop-up store, on le fait sur 6 mois parce qu'on peut pas, on n'est pas du fashion, on peut pas repartir avec. On vient, on retourne, on donne. Il y a toute une information à donner qui prend du temps. Donc c'est pour ça que nous, on a un cycle de 2 ans. Ce qui est assez paradoxal, puisque aujourd'hui, le co-branding, l'art-marketing, ce qu'on appelle, c'est quelque chose d'un peu éphémère, parce que c'est vraiment c'est de la stratégie marketing, et il faut faire attention au court-termisme, parce que aujourd'hui, je lance une collection comme celle-ci, si on le comment dire, j'allais dire, on le fiche pas dans l'éternité, modestement. Dans 6 mois, les gens s'en foutent de ce qu'on a fait avec Castelbajac. Ils diront c'est quoi la prochaine collection. Il suffit de travailler avec des journalistes pour savoir qu'il y a quoi de nouveau, quelles sont les nouveautés, et on passe à autre chose. Donc nous, on doit avoir, surtout quand on travaille avec un artiste comme Jean-Charles, il faut être capable de maintenir la relation. Donc nous, on va sortir une première collection, mais c'est faire des duplications, c'est aussi faire des extensions de collection, et c'est créer tout un environnement de Jean-Charles de Castelbajac chez Maison Dada. Donc ça va du luminaire, ça va du tapis, ça va de l'accessoire de mode, l'accessoire surtout pas de mode, de déco, et on crée comme ça tout un univers. Et donc ça, c'est important. C'est aussi
par exemple, le faire entrer au Mobilier National. Ça va être aussi le faire entrer dans des showrooms ou des distributeurs qui sont importants pour nous. Mais il faut maintenir cette collaboration. Moi, c'est ce qui me réjouit et c'est ce qui me fait peur en même temps, parce que les choses vont tellement vite que 6 mois plus tard, je n'ai pas du tout envie que cette collaboration tombe dans l'oubli, au contraire. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs c'est la même chose avec Juliette, on travaille à la maintenir et à la faire évoluer, puisque c'est très important. Voilà, ça c'est un des... voilà, voilà. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu dis. Et c'est vrai que le thème de la masterclass, avec la pertinence des collaborations, on est dans un monde où la collaboration est vraiment un axe très très courant. De nombreuses marques collaborent entre elles. Des marques collaborent avec des artistes. Enfin, on voit vraiment beaucoup de formats différents. Et moi, mon objectif aussi, c'est à chaque fois de trouver le point juste, l'évidence de la collaboration. C'est-à-dire que si elle est évidente, elle sera pertinente. Enfin, du moins, je l'espère. Et c'est vrai que dans tous les artistes que l'on a invités, on a toujours essayé de trouver cette évidence. Et pour parler de la collaboration avec Jean-Charles, pour Le Blond de Lienne, c'était une évidence. Il a toujours utilisé les personnages de cartoons dans son travail. On retrouve Mickey dans sa mode dans les années 80. C'était même étonnant qu'il n'y ait pas déjà eu une collaboration avec lui. Et donc, on est vraiment parti de ce postulat de départ. Évidemment, en personnage de pop culture, en marque qui a les licences, c'est facile aussi d'approcher ses créateurs. Tout de suite, eu un retour très enthousiaste de la part de Jean-Charles. Un accompagnement bienveillant aussi, c'est ce que Thomas disait. C'est pas juste un dessin, c'est une vraie relation qui se crée avec l'artiste. On passe par des moments de découverte, on organise la visite de l'atelier, rencontre les équipes. Ce sont des vrais beaux moments de création qui donnent après naissance à un projet, à d'autres projets, on l'espère aussi dans le futur. Et avec la vision de Jean-Charles, on a une chance folle. Cette bienveillance a permis aussi de créer tout l'univers autour. Donc il a vraiment... tu voulais dire... Oui, par rapport à vous, surtout, je sais que Jean-Charles, il dessine. Ça cache Paris en permanence avec ses craies partout, fabuleux. Il a ses empreintes à la craie de ses anges. Et je crois, et je vais retrouver le visuel, mais que pour la première fois, vous avez modélisé... Oui, en 3D, effectivement, si tu retrouves la photo, c'est intéressant. C'est ça que je vais vous montrer. Elle était... Excusez-nous, hein. Très studieux. Bon, là, vous avez... Il y a deux modèles de Mickey Camo et Mickey Color. Le style Color Block et le style Camouflage, qui sont aussi deux styles très, très forts et très... Excusez-moi. Jean-Charles de Castelbajac, si je peux dire. Et après, l'ange, il doit être sur la table de... Excusez-moi, je suis désolé. Ou il n'est pas. Non, il n'y a pas. Non, désolé, j'ai pas. J'appuie sur le bouton, désolé, il y a eu un problème sur la présentation, donc on a remis les photos comme ça. Et dans la pertinence, il y a aussi le fait d'avancer et de se retrouver confronté à d'autres idées, à d'autres univers qui font aussi sortir la marque, les savoir-faire de leur zone de confort. Et c'est vrai que quand on a... en général, moi, j'aime pas donner de brief très précis. Je préfère que les artistes viennent découvrir nos différents talents, nos différents savoir-faire, se plongent dans les archives aussi. Et ensuite, de ces moments d'échange naissent des projets, des idées. Et c'est vrai que j'aime pas au départ brider, même si on a évidemment toutes nos études marketing qui sont faites. Après 4 ans, on a aussi les retours sur nos best-sellers, sur des adaptations marché, etc. Mais en revanche, le fait de donner trop de directives au départ est un petit peu contre nature pour moi. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est d'être confronté à la vision de l'artiste, à des envies nouvelles, à des demandes différentes. Et tout le temps, on a toujours eu bon, au début, tout le monde a des sueurs froides en se disant comment on va faire. Et au final, ça permet vraiment de continuer à exister, d'aller vers des nouveaux développements. Par exemple, je vais citer un projet qu'on a fait avec José Lévy, qui était une collection assez expérimentale qu'on a présentée au PAD au mois de mars cette année. Et il a imaginé une série de kokeshi, donc les poupées japonaises traditionnelles,
en grandeur démesurée, la plus grande faisant 2,80 m. Dans des nuances de noir, avec du gainage de cuir, avec de l'effet tatami, de l'effet de bois. On ne savait pas faire. Donc on a vraiment recherché pendant des mois et des mois ces nouvelles techniques. Et aujourd'hui, il y a une vraie avancée aussi, nous, dans nos savoir-faire, sur ces nouveaux axes-là, ces nouvelles façons de travailler, et qui nous permettent aussi de rester dans la course et toujours... au sol, et c'était aussi c'était une façon de sortir du dessin, et il a voulu travailler en faisant du découpage. D'ailleurs, c'est une des photos qu'on voit ici, je vais vous montrer. Pardonnez-moi, excusez-moi pour l'effet, c'est pas très agréable, mais ici on le voit en arrière-plan en fait. Et ça, c'est des œuvres qu'il a travaillées pour Maison Dada, et il s'est découvert qu'il était capable de découper et de la main gauche et de la main droite. Et donc, ça lui a ouvert d'autres perspectives. Et on a travaillé effectivement pour sortir de son trait. Il a voulu travailler aussi sur le découpage. Et c'était un exercice vraiment passionnant pour notre collaboration. Allez-y, ouais. Est-ce que vous avez des questions peut-être ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Comment ça a matché ? C'était de l'initiative de qui au départ ? Parce que j'ai l'impression que tout est quand même très connecté. Enfin, c'est une collection complète avec le Michael, le tapis et le mobilier. Qu'est-ce qui a lancé ça au départ ? En fait, on se connaît avec Thomas depuis 2017, au début 2018. On a collaboré ensemble avec Thomas, donc sous une autre forme, avec le Mickey à pois sparkling que l'on a montré avant. Et on a souvent exposé côte à côte. On a fait des événements aussi ensemble. Et l'année dernière, je disais à Thomas que j'aimerais bien faire une collaboration avec Jean-Charles. Et Thomas m'a dit, écoute, nous aussi, c'est en cours. Et en fait, il y a toujours des liens assez surprenants. Vous m'avez appelé, tu étais avec Jean-Charles, on a discuté. Enfin voilà, chacun de notre côté, chacune de nos marques avait déjà ce souhait et le projet en cours. Et puis ce qui nous a rapprochés, surtout ici dans la BPI, c'est nos parcours d'entrepreneurs. On a deux parcours qui sont similaires, en même temps très différents. Juliette, c'est une reprise, donc c'est un héritage à gérer, c'est à transformer, à relancer, restructurer et relancer. Et Maison Dada, c'est une jeune marque qu'on a créée et qu'on a dû lui créer ses valeurs, son positionnement et lancer. Et c'est vrai c'est passé à peu près au même moment. Et aujourd'hui, on a vu grandir nos marques, nos réputations, nos collaborations. Et donc c'est vrai que dans le secteur de l'industrie, même si on fait partie de l'ameublement, Juliette et moi, nos deux marques, elles ont grandi ensemble, elles ont évolué ensemble. Et c'est ce qui... parfois dans l'adversité, l'amitié naît. Et puis surtout aujourd'hui, il y a quand même il y a une saturation du marché, donc il faut être assez malin. Et donc ça, on s'est bien entendu sur ça. Oui, et puis on se retrouve aussi confronté au même challenge, avec les mêmes problématiques, souvent au même moment. Donc c'est vrai que c'est très précieux de pouvoir échanger aussi sur ces sujets-là, de pouvoir... on a créé des belles synergies. Il y a par exemple des clients que Thomas m'a présentés, j'en ai présenté à Thomas. Donc il y a vraiment un univers, il y a vraiment un univers qui fonctionne bien. Nos pièces fonctionnent bien ensemble, même si évidemment ce sont deux marques différentes. Mais nous, on est toujours ravis d'aller faire un shooting dans le showroom de Maison Dada pour mettre nos pièces. C'est toujours un lien fort, c'est toujours assez... c'est un bel écrin pour nous aussi. Et pour venir sur je trouve que dans le cas de Jean-Charles, ça nous ouvre d'autres perspectives parce qu'il y a une différence entre un artiste et un designer. Un designer, sa fonction, c'est de dessiner pour les marques comme les nôtres. Donc il y a une mécanisation naturelle du designer qui va envoyer des plans, un dessin, etc. Travailler avec un artiste, pour nous, c'est très différent. C'est rentrer dans son monde, c'est comprendre ses codes, le réinterpréter, comme je vous le disais. Mais il y a aussi
c'est pas tout à fait exact, mais je trouve qu'il y a cet esprit un peu de mécène aussi, de marque mécène, qui font travailler des artistes. Et je trouve que chez Maison Dada, ça a ouvert une porte beaucoup plus large. Notamment, on a rencontré un illustrateur qui est fabuleux, qui s'appelle Clément Vullier, qui n'a pas la même réputation que Jean-Charles, mais qui est extrêmement doué. Et on a su transformer ses dessins, ses illustrations en une collection de tapis. Et je trouve qu'à l'avenir, aujourd'hui, les collaborations, elles sont plus bêtes et méchantes, comme des co-branding de marques qui s'associent. Ça fait 15 ans qu'on en voit tous les jours. Maintenant, on est dans le super luxe. On a Gucci qui va travailler avec Adidas. Il y a des choses, vous voyez, il y a des co-branding qui sont de plus en plus hauts, etc. Et aujourd'hui, il faut savoir aussi, enfin, selon moi, faire la différence dans les collaborations. Et les collaborations, elles vont être pour Maison Dada sur des nouveaux matériaux. Ça va être avec une matériothèque innovante, ça va être avec des ingénieurs. Ça va être aussi sur le monde zéro carbone. Donc, qu'est-ce qui va aujourd'hui faire que Maison Dada fait des collaborations? Il faut qu'elles soient intelligentes. Donc, on va travailler avec un bureau d'études. Donc, ce qui va être intéressant, ça va être de personnifier ce bureau d'études ou d'ingénieurs qui vont travailler sur des nouveaux matériaux, etc. Et pour nous, le co-branding, il doit être en perpétuelle évolution et pas toujours... En fait, ce qui peut être un peu perturbant dans une collaboration, c'est les valeurs marketing. Et les valeurs marketing, elles sont parfois un peu creuses. Je m'auto-sabre tout seul, mais vous voyez ce que je veux dire, ça rapporte toujours un peu de la lumière, de toujours être... dans la différence, de montrer ça sur les Instagram, etc. Et aujourd'hui, je pense que les collaborations, elles doivent être de plus intelligentes. Et pour nous, ça va être essentiel de travailler avec des artistes et des ingénieurs de plus en plus pour donner d'autres valeurs aussi à Maison Dada. Alors pour les sculptures Le Blond de Lienne, on a 3 tailles. On organise en général nos collections sur ce modèle. On a les petites tailles qui font 30 cm. Vous avez un exemple ici, qui sont en édition ouverte. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment à destination d'une clientèle assez large. C'est comme ça aussi qu'on arrive à être référencé dans des grands magasins. C'est vraiment le cadeau coup de cœur, l'achat, le petit gifting. Ensuite, on a la taille de 60 cm, qui est la taille intermédiaire, qui est limitée à 250 exemplaires. Et ensuite, on a l'échelle 1, que vous avez ici, qui est limité à 99 exemplaires. Et quant à l'ange, il est limité à 99 exemplaires aussi. En termes de prix, on est aux alentours de 10 000 € pour les grandes tailles, 280 pour le petit et aux alentours de 6 000 € pour le moyen modèle. Voilà. Et pour nous, nous n'avons pas le luxe encore de faire de l'édition limitée. C'est pas seulement le luxe, c'est surtout on n'a pas cette volonté-là. Parce que l'édition limitée dans l'ameublement, enfin dans les maisons d'édition, ça sera surtout sur des matériaux rares ou des matériaux qui sont difficilement industrialisables. Alors nous, on a décidé de ne pas faire d'édition limitée, mais en termes de prix, nous, on a un positionnement qui fait qu'on a évidemment, en fonction de la taille. Donc nous, on est sur une chaise qui est quasiment à 1500, on est à 1400 €, excusez-moi, 2400 € et 3400 €. C'est-à-dire qu'on monte à chaque fois de 1000 en 1000. Et puis sur les tapis, on est sur nous, on fait beaucoup de sur-mesure en tapis. Aujourd'hui, on produit sur commande. Et donc, ça dépend vraiment du métrage demandé par le client. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu nos ordres de prix. Pour répondre à vos questions. Et voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'ameublement, le prix est crucial. J'enfonce une porte ouverte, bien sûr, mais aujourd'hui, l'évolution du marché est très impressionnante. Il y a une précipitation en 2022 du positionnement des marques qui est affolante, parce qu'aujourd'hui, c'est le très cheap, le très luxe qui cartonne, et le milieu qui prend très cher sur les ventes, sur les marchés
saturés, ou les vieux marchés, et les nouveaux marchés, eux, se positionnent de plus en plus. Mais disons qu'il faut être assez intelligent, notamment sur le choix du prix. Alors le prix très luxe, la manufacture du produit, elle doit être justifiée, bien entendu. Mais disons que il faut, dans les maisons d'édition françaises, il faut qu'elles travaillent beaucoup sur le positionnement prix. Voilà. Et est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Dans une collaboration avec un artiste, qui dirige, qui tranche, je veux dire, parce que c'est pas évident toujours de travailler. J'en profite parce que Jean-Charles, il n'est pas là parce que... ouais, ah ouais, putain, oui. Non, en fait, là, je vais vous faire une réponse très, très, très de bois. Non, mais disons que... comment dire ? Il y a l'envie, il y a le dessin de Jean-Charles, et il y a la faisabilité de Thomas Dariel. Donc, c'est-à-dire que moi, je dessine, je valide avec lui, mais disons que mon métier, c'est de cadrer le dessin de Jean-Charles pour en faire une industrie, pour en faire une petite, moyenne, grande série. Quels sont aujourd'hui, on a retrouvé un peu le côté intéressant vous savez, dans les années 70 au Japon, il y avait le flat pack, qui est vraiment les packaging ultra plats des mobiliers, et on voulait avec Jean-Charles en faire, aujourd'hui vous commandez une chaise et vous recevez une valise avec extrêmement fine, et puis vous pouvez monter vous-même, ça fait très Ikea, mais de façon intuitive, la chaise, mais vous recevez ça dans un truc très plat. Bah ça, c'est une décision que moi je prends en tant que directeur artistique, mais aussi dans la faisabilité de nos ateliers. Donc il y a celui qui a tranché le plus entre lui et moi, je dirais que c'est moi. Voilà, parce que Jean-Charles, mais c'est normal, moi, je serais à sa place, je ferais la même chose. Il est dans la profusion d'idées. J'ai reçu une proposition de 140 pages, donc avec beaucoup d'instinct, énormément d'envie, d'idées qui se complètent entre les suspensions lumineuses, les bougeoirs, les tapis, les dessous de table, les totems. Et il y a toute une collection qui a été créée. 140 pages, j'exagère un peu, mais disons qu'il y a eu toute une collection. Et ce qui est pour nous fabuleux, puisqu'on va pouvoir annoncer au fur et à mesure, pour éviter le court-termisme dont je parlais, on va pouvoir annoncer et sortir des objets au fur et à mesure. Et avec l'idée de rendre ces créations plus, comment dire, et ça c'est vraiment sa volonté, c'est pour ça qu'il a voulu travailler avec nous, c'est plus mobilier. C'est-à-dire moins parce qu'il y a l'histoire. Chez Jean-Charles, il y a de la forme, il y a l'icône de l'ange, de l'amour, des mots, etc. Mais ce que lui a envie, et ce qu'on va sortir en 2023 avec lui, c'est des vraies chaises. Des chaises qui sont éditables, qui vont rentrer chez les gens avec une touche, avec vraiment une signature Jean-Charles de Castelbajac, mais plus grand public. Comme il a fait d'ailleurs avec Fermob, par exemple. Sa collaboration avec Fermob, qui est les couleurs sont plus les couleurs primaires, c'est des choses qui sont plus, il y a une ergonomie plus forte. On est vraiment dans le milieu du mobilier. Et Jean-Charles m'a dit qu'il rêvait de faire entrer une chaise icône du 21e siècle. Et voilà. Et donc en 2023, ça sera l'objectif que j'ai avec Jean-Charles. Et alors nous, de notre côté, je vais répondre aussi, évidemment en fonction des contraintes techniques. Nous, on a également une double complexité quand on retravaille une icône qui est sous licence. Il faut que la licence valide également le projet. Donc ça fait souvent lieu à de nombreux allers-retours, et on essaye aussi d'orienter un petit peu dès le départ, parce qu'on sait ce qui peut être imposé, validé ou refusé par la licence. Là, en l'occurrence, c'était Disney. Et également, il y a un point qui est important, c'est on oriente aussi en fonction du temps de réalisation et du prix des pièces, parce qu'évidemment, le temps de peinture, le temps de sculpture, le temps de moulage, tout ça, après, a un impact évidemment sur le prix de vente de la pièce. Et nous, avec notre œil et effectivement, notre casquette de dirigeant, on sait aussi où le marché, jusqu'où on peut aller et où il est bien de se positionner
avec l'effet d'expérience qu'on a aujourd'hui. Et effectivement, on connaît un petit peu nos prix cibles et on essaye à chaque fois de s'y tenir. Donc, ce sont des critères qui peuvent orienter. Et effectivement, les artistes sont conscients aussi de ça. Et un bon artiste ne va pas s'obstiner à aller vraiment être jusqu'au boutiste dans son idée. Il sait qu'il y a des contraintes techniques, des contraintes de validation et également des contraintes économiques sur la construction d'une collection et sa présentation sur le marché. Une certaine adaptation, je dirais. Adaptation sur... mais ça, un artiste en est conscient dès le départ. Et ça, je ne pense pas que ça dénature son œuvre parce que ça va être, par exemple, au lieu d'avoir, bon là, en l'occurrence sur ce personnage, la tête ne pouvait pas être toute noire comme elle l'était au début. Donc il a retravaillé. Puis ça lui a donné aussi d'autres idées. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça permet aussi d'aller plus loin dans l'aboutissement de la création. Il peut y avoir une frustration, ça c'est sûr, mais ça peut permettre aussi parfois de donner un résultat qui est un peu plus abouti ou un accident aussi sur la technique. On peut finalement, en expérimentant des nouvelles choses, se rendre compte qu'on arrive à un résultat inattendu, mais qui finalement fonctionne bien et permet aussi d'autres idées et d'autres résultats inattendus. Et alors, pour parler de collaboration... dans les maisons d'édition, il y a bien sûr la question de la réédition, qui est une forme de collaboration. Et nous, chez Maison Dada, on va aller vers ce champ-là. Parce que c'est un sujet qui est très compliqué, parce que en face de nous, on n'a plus les artistes, on n'a plus les designers, mais ce sont généralement soit des fondations ou alors des familles qui gèrent le droit à l'image, le droit d'exploitation. Et donc, c'est un autre type de collaboration, mais qui est passionnante parce qu'aujourd'hui, ça va être en 2023, on va essayer de sortir une collaboration. Enfin, on va pas essayer, on va sortir une collaboration d'une réédition d'un grand maître, un architecte français du début du XXe siècle. Et là, alors là, moi, en tant que designer, c'est un fabuleux challenge parce que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les proportions des êtres humains sont différents. Moi, le premier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, m'asseoir sur une chaise de 1923 ou 1924, c'est pas du tout la même ergonomie, et tant mieux d'ailleurs, qu'aujourd'hui. Et donc, moi, mon rôle en tant que designer, ça va être d'interpréter aujourd'hui l'ergonomie de cette nouvelle chaise, tout en gardant l'esprit du créateur et l'esprit de l'œuvre d'art, de la pièce, sans la dénaturer. Et donc c'est un autre type de balance parce que y a quelque chose de très subjectif et en même temps de très clair sur une œuvre, elle est comme ça, on l'a fait évoluer comme ça en 2022, mais il faut qu'elle soit dans la même. Ça doit être à peu près la même chose. Donc c'est vraiment beaucoup de détails dans les proportions, dans le type de matériaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que j'explique à la famille en question, et je pense qu'on se retrouve beaucoup dessus, c'est aussi de comprendre l'état d'esprit de comprendre son état d'esprit, pardonnez-moi, à l'époque, pour aussi se permettre des digressions. Aussi de dire, lui, aujourd'hui, il aurait peut-être pensé de cette façon-là, il aurait utilisé ce matériau-là, il aurait été convaincu par tel et tel matériau, il aurait été convaincu de la nécessité de produire en circuit court, en économie circulaire. Vous voyez, il y a tout ce truc-là, parce qu'aujourd'hui, rééditer un grand maître, si c'est pour faire le même dégât écologique, ça n'a strictement aucun intérêt de rééditer, simplement d'avoir un beau portrait noir et blanc sur mon site internet. Intellectuellement, c'est assez pauvre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de penser, de se mettre à sa place intellectuellement et de voir comment aujourd'hui il créerait en 2022, en 2023, des nouvelles pièces. Voilà. Et oui, je vous en prie. Comment vous gérez justement dans une collaboration la propriété intellectuelle Et deuxième point, qu'est-ce que vous préconiseriez comme mise en place de modèle économique dans une collaboration artistique comme ça? Est-ce que vous avez des conseils à donner dans la réédition ou de façon générale? Alors
là, alors, oui, aujourd'hui, je sais pas si Aujourd'hui, on a des contrats. Alors nous, on a je le disais, une complexité un petit peu plus importante parce qu'on a les contrats de licence, on a les contrats avec les artistes. Il faut être sûr que les deux soient bien en ligne et effectivement, ce qui nous est imposé par les licences, parce que comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de choses, que ce soit en termes de communication, de validation produit, de process, soit aussi cohérent avec le contrat que nous, on va avoir avec l'artiste. Donc ça, c'est un gros travail qui a été fait au début. C'est important aussi d'avoir beaucoup de points similaires et de critères communs entre toutes nos licences, dans tous nos contrats de licence, c'est-à-dire, par exemple, pouvoir vendre dans le monde entier. C'est-à-dire qu'au début, on n'avait pas Disney pour l'Asie, mais on avait Peanuts pour l'Asie. Donc, on ne peut pas dire à nos clients, vous n'avez le droit d'acheter que les collections avec Snoopy si vous êtes une société en Chine, par exemple. Donc, voilà, c'était vraiment de pouvoir homogénéiser tous ces aspects. Et après, votre seconde question, c'était sur le modèle économique. Ah oui, qui prend le risque ? C'est la marque qui prend le risque. Après, c'est évidemment beaucoup de négociations, de taux de royalties. On travaille au cas par cas. On regarde aussi le potentiel de chaque projet. On fait évidemment des prévisions, des estimations en fonction des éditions, des nombres, des éditions limitées, etc. Donc du réseau aussi dans lequel ça va se vendre, parce qu'évidemment, si on vend auprès de revendeurs, c'est pas la même marge qu'auprès de clients particuliers. Donc c'est un savant de prévision, parfois pas toujours évidente à faire, mais on essaye en tout cas de construire un business plan et de regarder à chaque fois le potentiel du projet. Mais c'est la marque qui investit dans les moules, qui investit dans le développement, qui prend à sa charge tous ces aspects financiers. Oui, c'est une bonne réponse. Oui. Je vais revenir à la question que tu... Les recettes, ou alors du coup, c'est une prestation quand on paye l'artiste pour sa prestation et ensuite c'est votre... Alors, il y a deux façons de travailler. Il y a effectivement, même trois, les design fees au départ, plus après des royalties. Il peut y avoir que des royalties ou il peut y avoir que des design fees. Voilà. Donc après, ça dépend vraiment du cas de figure, du partage des risques, du potentiel du projet, de la popularité, la notoriété de l'artiste, de sa cote. Nous, on a une politique chez Maison Dada. Pour être concret, tu as été très concrète, c'est pas le problème, mais nous, on a... Oui, parce que ça fait vraiment... Donc, on comprend rien ce qu'elle dit. Je sais pas si vous... Juliette. Non, oui. Ah oui, la question. C'était le... Oui, bien sûr, j'ai fait exprès de... Il y a aujourd'hui... Tu fais diversion parce que tu veux pas répondre. Regardez ces belles bouteilles de vin. Très bon Pernod Vergelès ici. Non, aujourd'hui, dans les maisons d'édition, dans l'ameublement, aujourd'hui, même les grandes marques aujourd'hui ne payent plus de design fee. Très peu. Même que ce soit chez les grands maîtres italiens, il y a vraiment très peu de design fees qui sont négociés. Aujourd'hui, il y a des royalties qui peuvent être entre 3, 5, 10, 15% en fonction, 15 c'est assez rare, mais sur les ventes. C'est une royalties qui est assez commune. Et aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, c'est des avances sur royalties. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'équivalent de la première année ou des 6 premiers mois ou des 2-3 premières années, on appelle une avance sur royalties qui justifie aussi l'intervention de l'artiste ou du designer et qui permet aussi de la marque de s'oxygéner financièrement. Parce que, comme dit Juliette, la marque, elle porte tout. Absolument tout, puisqu'on reçoit une 3D ou un dessin et des plans, et après, c'est un peu démerdez-vous. Alors, j'exagère un peu, mais disons qu'on fait des allers-retours avec les designers, mais il y a un travail en amont qui est immense de la marque. En industrialisation, en marketing, en communication, etc. Il y a un travail qui est immense. Après, le lancement, et voilà. Mais généralement, nous, dans les maisons d'édition, c'est comme ça qu'on marche. Voilà. Merci. Et puis, oui, peut-être d'autres questions. Non ? Voilà.
Voilà, et puis Merci. venez nous voir. On n'a pas le même stand cette fois-ci, pas comme à la Paris Design Week, mais on fait donc maison et objets en janvier. Fin Voilà, janvier. Exactement. À partir du 19, je crois. Voilà. Et avec plein de belles choses pour 2023. Donc suivez-nous avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.